Pas question d'arrêter de construire à Jérusalem-Est, déclare Netanyahou cet après-midi, alors que les Palestiniens évoquent, eux, un risque d'explosion après l'autorisation d'un nouveau projet par les Israéliens. Le Liban entraîné vers le conflit syrien, situation de guerre dans la ville de Tripoli, dans le nord, où les djihadistes affrontent l'armée libanaise depuis plusieurs jours. Et puis reportage exclusif au Népal, où 2 tragédies viennent de frapper coup sur coup des touristes israéliens friands de cette destination. Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous. En pleine tension sécuritaire à Jérusalem, le gouvernement israélien a donc officialisé aujourd'hui la validation d'un projet de construction de 1000 nouveaux logements dans la partie est de la ville, celle qui pose problème justement. Et les réactions n'ont pas manqué. Les Palestiniens parlent d'un risque d'explosion. L'Union européenne demande à l'instant des éclaircissements à Israël et lui demande de revenir d'urgence sur cette décision si elle est avérée. On va en parler évidemment car cela rajoute au contexte de tension actuelle. Bonsoir Avi Pazner. Bonsoir Jean-Charles. Ambassadeur d'Israël. Vous nous donnerez votre sentiment dans un instant évidemment sur ce dossier très chaud qui a été évoqué à la Knesset aujourd'hui puisque c'est la rentrée parlementaire pour la session d'hiver. Dror Even-Sapir, bonsoir. Vous êtes l'analyste politique d'i24 News. On va parler évidemment de ce sujet en priorité ce soir. לישראל הזכות המלאה לבנות בשכונות היהודיות בירושלים ובגושי ההתיישבות. צרפתים בונים בפריז, אנגלים בונים בלונדון, ישראלים בונים בירושלים. כשיש תקופה של מתיחות כזו מוגברת, גם הכלים חייבים להיות כלים מתאימים. זה אומר שהיום באמת גם קטינים, אנחנו מבקשים לגביהם ברוב המקרים לעצור אותם עד תום ההליכים, אנחנו מבקשים גם להטיל עונשי מאסר בפועל. Alors on ira dans un instant retrouver nos envoyés spéciaux à Jérusalem, d'abord à la Knesset où se trouve Tal Shalev pour la chaîne anglaise d'i24 News et Daniel Haïk qui nous fera donc le récit de cette journée. Et puis on ira également à Jérusalem-Est, donc lieu et théâtre d'incidents répétés ces derniers jours où se trouve également Eli Hochenberg, David Klezeski et Sami Aboudiab, donc pour les 3 chaînes d'i24 News. Mais tout de suite, eh bien, le sujet de la discorde du jour, c'est donc ce nouveau projet de construction à Jérusalem-Est qui nous est résumé par Eli Hochenberg avec Leslie Rezoug. Un nouveau plan de construction dans les implantations risque de mettre le feu aux poudres à Jérusalem. En effet, Benjamin Netanyahou vient d'ordonner la construction de 1060 nouveaux logements dans 2 quartiers de Jérusalem situés derrière la ligne verte. Le public s'accorde largement sur le droit d'Israël à construire dans les quartiers juifs de Jérusalem et dans les blocs d'implantation. C'est la base du consensus, du moins c'est ce que je croyais. C'est ce qu'ont fait tous les gouvernements israéliens ces 50 dernières années. Les Français construisent à Paris, les Anglais construisent à Londres, les Israéliens construisent à Jérusalem. Et les réactions ne se sont pas faites attendre. Jérusalem est en ébullition. La situation est très délicate. Notre responsabilité, c'est d'éviter les déclarations, les provocations, les projets de loi qui font polémique, non seulement en Israël, mais également entre Israël, la communauté internationale et le Moyen-Orient. Nous nous opposerons fermement à tout plan de construction massive dans les implantations. Un tel plan ne ferait qu'aggraver la crise entre Israël et les États-Unis et nuirait au statut d'Israël dans le monde. Une décision qui n'est pas du goût même des premiers concernés, les habitants des implantations. Pour eux, il s'agit d'un ancien projet qui avait été gelé par le passé et ils n'y voient rien de plus qu'une manœuvre politique. Un dossier qui déchaîne donc toutes les passions, depuis la Knesset jusqu'à Ramallah, et qui risque d'attiser les colères dans les rues de Jérusalem.
Alors on va se rendre tout de suite à la Knesset, puisqu'il y avait donc cette session de rentrée, session hivernale donc des parlementaires israéliens. Daniel Haïk est sur place, bonsoir à vous. Daniel, il en a été question évidemment de cette tension à Jérusalem et de ce projet de construction dans les discours cet après-midi, Daniel ? Oui, effectivement, nous l'avons entendu, il a été question de Jérusalem. Binyamin Netanyahou a répété que Jérusalem faisait l'objet d'un consensus au sein de la société israélienne. Il a affirmé que si les Français pouvaient construire à Paris et les Anglais à Londres, eh bien les Israéliens pouvaient construire à Jérusalem. Il a même rappelé que le peuple juif clame une fois par an l'an prochain à Jérusalem. Comment pourrions-nous clamer ce slogan sans pouvoir construire à Jérusalem? Donc Binyamin Netanyahou a consacré une partie de son discours à cette situation sous haute tension à Jérusalem, mais il a surtout parlé des Palestiniens. Il s'est livré à une véritable attaque en règle en direction de l'autorité palestinienne et de son chef en particulier, Mahmoud Abbas, en particulier contre les initiatives unilatérales de Mahmoud Abbas. Le Premier ministre a affirmé qu'il n'y aura pas d'État palestinien sans accord de paix, sans reconnaissance de l'État d'Israël comme État-nation du peuple juif et sans garantie sécuritaire. Ce sont des points importants que le Premier ministre a répété à plusieurs reprises dans son discours et c'est en fait l'un des points centraux de ce discours du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Il faut également noter que le discours du président de l'État, Reuven Rivlin, a été très écouté avec attention, puisque Reuven Rivlin s'est livré, lui, à une attaque contre certains cercles de la droite nationaliste radicale qui utilise la violence verbale, une violence verbale qu'il a condamnée, Reuven Rivlin, en affirmant qu'à la suite de sa visite hier dans le village de Kfar Kassem, eh bien, il avait été l'objet d'attaques verbales très vives, très virulentes de la part de certains milieux donc, de l'extrême droite israélienne. Alors Daniel, est-ce que l'opposition s'attaque justement ce soir? Est-ce que l'opposition en profite pour s'en prendre au Premier ministre? Est-ce qu'on est justement dans un affrontement politique lié à cette affaire? Oui, je le disais, le discours de Binyamin Netanyahou a été ponctué des appels et des critiques, des invectives de plusieurs députés de la gauche israélienne qui s'opposent tout naturellement à ce genre de discours, qui s'opposent à cette forme de fermeté de la part du Premier ministre, qui voudrait peut-être entendre un discours moins fort, moins rigide, moins ferme envers les Palestiniens. Mais il faut préciser que Binyamin Netanyahou joue le jeu qu'il doit jouer en tant que responsable de la coalition gouvernementale et aussi en tant que leader du Likoud. C'est un discours que les responsables du Likoud ont dû entendre avec une certaine satisfaction et que même la base du Likoud, qui a été très critique au cours des derniers mois envers le Premier ministre, en particulier pendant l'opération de Gaza et aussi à la suite de la démission du ministre de l'Intérieur Idon Sar, cette base a dû être satisfaite d'entendre le Premier ministre s'exprimer aussi fermement en direction de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne. Merci Daniel Haïk, donc en direct de la Knesset, où il a donc été question de ces tensions avec les Palestiniens. On va en parler maintenant avec vous, messieurs. Tout d'abord, Avi Pazner, votre sentiment sur cette décision du gouvernement israélien d'annoncer là, maintenant, ce projet de construction de logements en pleine crise sur ce qui se passe à Jérusalem? D'abord, ça doit être dit que nous avons le droit, Israël a le droit de construire à Jérusalem. C'est un droit indéniable et nous devons l'exercer. Et moi, je n'ai aucun problème avec cela. Comme l'a dit le Premier ministre, il y a un consensus en Israël qu'Israël doit et peut construire dans les quartiers juifs de Jérusalem. Mon problème à moi, ce sont les déclarations à ce sujet. Déclarations venant après quelques journées de négociations avec le parti de Naftali Bennett, un parti de droite religieux, qui a mis comme condition de soutenir le gouvernement qu'il y aurait des constructions. Maintenant, de quoi parle-t-on? On parle toujours du même quartier. C'est toujours les mêmes déclarations qui nous amènent les foudres des États-Unis, de l'Europe, enfin, de l'opinion publique mondiale, et on fait des déclarations. Je parle de Ramat Shlomo. Vous savez, quand a été faite la première déclaration sur Ramat Shlomo, il y a 4 ou 5 ans, lors de la visite de Biden,
on a déclaré qu'on allait construire Ramat Shlomo. Après, chaque année, il y a une déclaration. Maintenant, on va faire une démarche avec le comité de construction. Maintenant, on va faire une démarche auprès de la municipalité de Jérusalem. Et chaque fois qu'on fait une déclaration comme ça, l'image d'Israël dans le monde souffre sans qu'une pierre ne soit posée à Ramat Shlomo, malheureusement. Ok. Et déclaration sur déclaration, on a vu l'accueil qui a été réservé à notre ministre de la Défense à Washington. Ce n'était pas un accueil chaleureux. Okay, donc, on n'est pas en état maintenant avec les États-Unis. On connaît exactement la position des États-Unis sur cette question. On peut construire sans faire de déclaration. Alors, vous parlez de Jérusalem. La Jérusalem-Est. Actuellement, la situation est en ébullition. Okay? Et nous devons essayer de la calmer, premièrement, en montrant de la fermeté, plus de police, plus d'appréhension, des peines plus graves, mais en même temps, essayer de convaincre ceux qui le veulent, et il y en a beaucoup qui veulent, continuer la coexistence qui existait jusqu'aujourd'hui. Jérusalem est une ville pour juifs et pour arabes. Donc quand on vient aujourd'hui, dans une situation tellement explosive, après des négociations avec un parti qui a mis comme condition de rester dans la coalition, de faire des déclarations sur Jérusalem, je crois que ça porte tort à Israël, à l'image d'Israël. Non, Evan Sapir, ce sont vraiment des considérations de politique interne là, qui font agir Netanyahou? Oui, et une phrase très connue de Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, Israël n'a pas de politique extérieure, Israël n'a qu'une politique intérieure. Et effectivement, on a l'impression, et c'est le cas maintenant, que des considérations de politique intérieure, monsieur l'ambassadeur Avi Pazner a évoqué l'accord passé avec le parti de Naftali Bennett, ont dicté une politique extérieure. Mais une politique extérieure, et là j'abonde dans le sens de monsieur Pazner, qui peut se résumer à des effets d'annonce, en fait, parce que même dans le milieu des implantations qui, par l'intermédiaire du parti de Naftali Bennett, a exigé du gouvernement que des constructions soient relancées, non seulement à Jérusalem-Est, mais également dans les implantations des territoires de Cisjordanie, et bien même dans ces milieux-là, on n'est pas vraiment satisfait, en fait, parce que on considère qu'il y a un gel des constructions qui ne dit pas son nom, qui avance masqué en quelque sorte. On parle, mais on n'agit pas, c'est ce que vous dites. Voilà, on parle, mais on n'agit pas, mais là encore, je pense que M. Pazner a tout à fait raison. Lorsque l'on parle, eh bien, ça a des conséquences. Hein. Parler est un acte, disent les linguistes, et ils ont raison. Et là, il y a un effet d'annonce qui est important. Il est clair que, si vous voulez, dans la bataille de cette coalition qui fait rage au sein de cette coalition gouvernementale très hétérogène entre, d'un côté, Yair Lapid et Tzipi Livni, qu'on a vu dans le reportage, qui pousse vers une relance du processus de paix, de l'autre, Naftali Bennett et Avigdor Lieberman, qui ne veulent pas entendre parler, il est assez clair que Benjamin Netanyahou a choisi les seconds au détriment des premiers. Pas forcément parce qu'ils pèsent beaucoup plus en termes de voix à la Knesset, c'est le cas, mais pas de beaucoup, mais surtout parce que le seul acteur politique qui aujourd'hui a intérêt à des élections anticipées, qui donc pourrait faire tomber le gouvernement si l'envie lui en vient, eh bien c'est Naftali Bennett. Ce n'est ni Tzipi Livni, ni Yair Lapid, tous les deux sont en difficulté dans les sondages. Donc là, des considérations de politique intérieure qui dictent une attitude de politique plus générale, plus extérieure, qui peut effectivement agacer les Européens et les Américains, même si sur le terrain, pas grand-chose d'effet. Ce ne sont pas ces quelques centaines d'unités de logement supplémentaires dont il avait déjà été question il y a quelques années qui vont changer la donne et qui vont empêcher éventuellement dans l'avenir proche ou lointain l'avènement d'un État palestinien. Et drôle, il y a aussi la situation dans le Likoud même. Dans le Likoud même, Netanyahou a beaucoup de difficultés. Après la guerre, cet été à Gaza, il a été accusé de ne pas avoir fait preuve d'assez de fermeté. Il y a Dani Danon, le président du comité central du Likoud, qui, sans consulter le Premier ministre, annonce une date pour la réunion du comité central. Il a une fronde chez lui. Donc, je ne fais que renforcer ce que vous dites. Il n'y a pas seulement la politique intérieure avec les autres partis, il y a la politique intérieure au Likoud. Et moi, j'essaie de voir ça du point de vue politique large, du point de vue diplomatique. On ne peut pas donner préséance à des considérations comme cela
sur la sécurité, sur l'image et sur la force d'Israël dans le monde. Même si, pour un petit peu nuancer, si aujourd'hui Israël ne lançait pas de projet de construction, encore une fois, il y a un côté effet d'annonce, concrètement, pas grand-chose ne va se passer. Mais admettons, essayons d'imaginer une situation où Benjamin Netanyahou n'aurait pas fait ces déclarations aujourd'hui. Est-ce que véritablement aujourd'hui, on a un partenaire en face, en la personne de Mahmoud Abbas, qui est prêt à revenir à la table des négociations? C'est très peu probable, parce que manifestement, les Palestiniens ont choisi la voie de l'unilatéralisme diplomatique, ont choisi la voie des instances internationales, tout un tas de démarches auprès des Nations Unies, auprès des instances qui dépendent des Nations Unies, donc sans négocier, pour obtenir nos reconnaissances à la fois au niveau des instances internationales, mais aussi, on l'a vu, et là les Palestiniens ont marqué des points, au niveau de certaines chancelleries occidentales, de certains pays occidentaux. On a vu ce qui s'est passé au Parlement britannique, on a vu ce qui s'est passé avec le gouvernement suédois. Donc les Palestiniens ne sont pas vraiment intéressés par reprendre des négociations avec Benjamin Netanyahou et Israël. Ils sont persuadés que ça ne les mènera à rien. Par contre, multiplier les démarches unilatérales, oui, ça peut leur être porteur. Donc, et c'est indépendant de ce que peut dire ou de ce que peut faire Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Alors donc aujourd'hui, si on résume, il y a les Palestiniens, dont vous disiez, qui d'un côté ont une stratégie, les Israéliens qui eux veulent continuer à annoncer des constructions là où ils estiment en avoir le droit, et puis il y a quand même ces affrontements qui ont eu lieu. Est-ce qu'une décision telle que celle-là peut aussi continuer d'exciter, on va dire, la rue palestinienne ou de Jérusalem-Est, comme on l'a vu? Est-ce que c'est dangereux là-dessus aussi? Oui, mais il faut bien comprendre que derrière ce qui se passe dans les rues palestiniennes, il y a quand même des forces politiques qui sont au-delà de ces jeunes qui lancent des pierres. Je suis convaincu que le mouvement Hamas encourage ces actions à Jérusalem. Le Premier ministre accuse Abu Mazen, et c'est possible. Donc, cette déclaration d'aujourd'hui jette de l'huile sur le feu, c'est-à-dire permet à ces leaders arabes et palestiniens qui incitent les populations jeunes à continuer à leur dire, regardez, voilà, il faut continuer votre combat. Et ça vient juste à un moment où Israël a réalisé le danger de la situation à Jérusalem. Vous m'aviez demandé la fois dernière, Jean-Charles, s'il s'agissait d'une intifada. Il ne s'agit pas encore d'une intifada. Mais si nous n'arrivons pas à arrêter ce mouvement, il peut déborder de Jérusalem aussi, dans un mois, dans 3 mois, dans 2 semaines. Il faut l'arrêter. Donc, il faut faire ça en toute priorité. Et comment on arrête un mouvement comme ça? Pas en faisant des déclarations sur de nouvelles constructions. On arrête ça, premièrement, par renforcement de la police, qui a été très absente, il faut le dire, qui a été très absente à Jérusalem ces 2-3 derniers mois. Bon, ils ont beaucoup de chats à fouetter, mais Jérusalem, c'est notre capitale, c'est une priorité. Deuxièmement, et c'est là qu'intervient la finesse politique, il faut un dialogue avec les mourtards, avec les chefs de village. Il faut les aider, eux, à contrôler ces jeunes. Il faut faire poids contre l'incitation. C'est ça qui doit être notre priorité. Je comprends les besoins politiques du Premier ministre. Lui, il les comprend mieux que moi. Mais je dis qu'aujourd'hui, Jérusalem devrait avoir priorité et on doit faire très attention à ce qu'on fait à Jérusalem. Il y a eu aujourd'hui une visite inattendue du Premier ministre palestinien sur l'esplanade du Temple. Ça, c'est quoi? C'est un test de la part des Palestiniens, à votre avis? Non, moi je crois que Israël a trouvé l'idée bonne pour montrer qu'il y a liberté de culte sur l'esplanade et que même le Premier ministre palestinien, dans l'état actuel des relations avec Abu Mazen qui ne sont pas bonnes, a pu se rendre sur l'esplanade du Temple. Parce qu'il y a aussi cette question. Il y a des groupes extrémistes israéliens qui essayent de changer le statu quo sur l'esplanade du Temple. C'est un autre danger dont personne n'a fait mention aujourd'hui. Bien sûr, pas le Premier ministre qui est contre ça, mais ça, c'est aussi un danger. Même s'il s'agit de quelques centaines de personnes, et il faut comprendre la sensibilité du problème. Et si on veut arriver à la paix, une paix intérieure à Jérusalem, il faut le bâton et la carotte. Le bâton, c'est la police, et la carotte, ça doit être une approche différente envers les besoins de cette société.
Tout à fait, c'est ce que j'allais dire en fait. Il y a toute une jeunesse, parce que ce mouvement de protestation, les heurts, les affrontements dont qu'on a constaté depuis déjà plusieurs mois, tout cela a commencé au début de l'été plus ou moins, eh bien on a vu que c'était des jeunes qui étaient en première ligne, et la jeunesse de Jérusalem-Est n'a pas vraiment de perspective. Donc la carotte et le bâton, la carotte ça devrait être effectivement donner des perspectives, notamment en termes d'emploi à cette jeunesse, parce que Jérusalem-Est, il faut le rappeler, a été annexée à Israël. Jérusalem-Est est un territoire israélien, c'est pas reconnu par la communauté internationale, mais du point de vue du droit israélien, Jérusalem-Est fait partie intégrante de l'État d'Israël, donc il n'y a aucune raison que les habitants de Jérusalem ne reçoivent pas les mêmes services en termes, et ils les reçoivent dans une certaine manière, mais il y a encore des cas de différence de traitement qu'il faut absolument régler. Le maire de Jérusalem a commencé à s'y atteler, peut-être un peu trop tard, et peut-être avec trop peu de moyens, mais en tout cas il faut encourager cette tendance-là. Et puis l'autre, bien évidemment, l'autre dimension, et là qui risque d'être explosive, c'est plus la dimension sociale, mais la dimension religieuse. Et si effectivement le conflit se concentre autour du statut de l'esplanade des mosquées au mont du Temple, eh bien là, ça pourrait rapidement devenir hors de contrôle, et le Hamas pourrait bien évidemment en profiter. Alors on va justement se rendre à Jérusalem-Est, dans cette partie qui se trouve évidemment au centre de l'attention depuis plusieurs jours déjà. On va retrouver un autre de nos envoyés spéciaux, c'est David Kezevski qui est là-bas. D'abord pour relater avec vous, David, cette visite inattendue du Premier ministre palestinien Hamdallah tout à l'heure sur l'esplanade des mosquées. Effectivement, alors inattendu du côté de sources palestiniennes, cette visite a été acceptée par Israël. Mais vous le disiez, Rami Hamdallah, technocrate, décrit comme un technocrate sans saveur et sans couleur il y a encore quelques mois. Il est à la tête du gouvernement d'indépendance soutenu par le Hamas et le Fatah. Et c'est donc lui, cette personnalité, quelqu'un décrit comme très discret, qui a été finalement choisi pour gravir le mont du Temple et esplanade des mosquées. Une visite extrêmement importante sur le plan symbolique. Il s'agit en fait simplement d'occuper l'espace, y compris sur le plan symbolique, en envoyant un officiel de très haut rang, en l'occurrence le premier ministre palestinien. Une visite qui n'aurait pas manqué d'être qualifiée de grave provocation s'il avait été le fait d'Israël. Alors Rami Hamdallah, s'il avait été le fait d'un dirigeant israélien. Alors Rami Hamdallah n'est pas venu seul, il est venu accompagné d'autres dignitaires de l'autorité palestinienne, notamment le chef du renseignement côté palestinien. Ce qu'il faut savoir ici à Jérusalem, c'est que parmi les populations arabes, une rumeur se répand, rumeur selon laquelle Israël voudrait changer l'équilibre des forces, changer le statu quo sur le mont du Temple et esplanade des mosquées, statu quo en vigueur depuis 1967 et en vertu duquel seuls les musulmans peuvent monter pour y prier, mais pas les juifs. Autrement dit, cela provoque une certaine frustration croissante parmi certains juifs religieux ou certains juifs nationalistes religieux. Mais aujourd'hui, le ministre de la Sécurité intérieure, Yitzhak Aharonovitch, a coupé court à toute spéculation. Il n'est pas question pour Israël de changer le statu quo en vigueur, mais cela a été rappelé sur votre plateau. Effectivement, côté palestinien, l'islam sert de motivation très importante, puisque l'un des dignitaires palestiniens a affirmé que c'est toute la région qui pourrait s'embraser si Israël touchait à ce statu quo. Alors d'un mot, David, maintenant la situation ce soir sur le terrain, il y a eu des affrontements ces derniers jours. Est-ce que cela s'est calmé ce soir à Jérusalem-Est ? Alors à cette heure, pas d'incident majeur ici à Jérusalem à signaler. Il faut dire que de très nombreux renforts de police sont venus renforcer le dispositif déjà existant. Ces prochains jours, ces prochaines heures vont donc effectivement faire office de test, notamment après l'enterrement. L'enterrement d'hier, 2 enterrements à noter en fait ces dernières 24 heures. À la fois celui du tueur, auteur de l'attentat du tramway la semaine dernière, et celui de l'une des 2 victimes. Le tueur a donc été enterré hier soir. Quelques affrontements ont suivi cet enterrement. La police a fait état de 8 arrestations. Et puis ce matin, enterrement d'une des 2 victimes. La première était un nourrisson de 3 mois, la deuxième est une jeune femme de 20 ans. Et aujourd'hui, dans la presse israélienne, c'est le parcours personnel un petit peu atypique de cette jeune femme qui a retenu l'attention. Elle venait d'Équateur. Elle s'est découverte des origines juives, un petit peu par hasard en Équateur. Elle est donc venue à Jérusalem pour entamer un processus de conversion. Il faut préciser que des origines juives de sa famille
famille il y a 5 siècles, avant que sa famille soit obligée de se convertir au catholicisme de force. Famille descendant d'Espagne ou du Portugal. Elle est donc venue il y a quelques mois pour se convertir à Jérusalem. Un parcours personnel brutalement interrompu après cette attaque. Elle a été enterrée sur le mont des Oliviers. Le maire de Jérusalem, Nir Barkat, a rendu hommage à cette jeune femme qualifiée de gardienne de la paix qui s'est battue pour être juive. Merci David Kezeski en direct donc de Jérusalem. Et puis puisqu'on a évoqué ces projets de construction avalisés, même s'il n'y a pas encore d'actes matérialisés pour l'instant à Jérusalem-Est, écoutez ces quelques réactions d'Israéliens à propos de cette décision du gouvernement Netanyahou. Moi, je suis contre. De toute manière, on finira par leur rendre ces territoires. Alors pourquoi investir si c'est pour rendre les territoires aux Palestiniens? Pourquoi investir? C'est une perte d'argent. C'est très important. Si les Juifs n'habitent pas dans ces zones-là, ce sont les Arabes qui y habiteront. On peut vivre autrement, on peut donner une chance. J'espère que ça arrivera un jour ou l'autre. Ça fait chauffer la région, ça peut provoquer des émeutes chez nos cousins arabes. Netanyahou sait mieux que moi, je lui laisse la décision. Voilà donc pour quelques réactions. Avi Pazner, il nous reste quelques secondes, mais on a l'impression quand on pose la question aux Israéliens dans les sondages qu'ils sont globalement quand même favorables à ce qu'Israël puisse construire là où son territoire est considéré. J'ai dit au début de mon intervention que le Premier ministre avait raison quand il a dit qu'il y a un consensus, presque un consensus, en Israël qu'on peut construire dans les quartiers juifs. Je dis bien dans les quartiers juifs, parce qu'il y a aussi maintenant cette question de construire dans les quartiers arabes, que nous n'avons pas évoquée, mais qui, elle aussi, est une question brûlante. Okay? Mais je crois que si vous demandez à l'Israélien, dans la rue comme vous le faites, vous aurez cette réponse. Pourquoi pas? C'est notre capitale, nous avons le droit de construire, et je crois que presque personne ne met cela en cause. Le problème est comment fait-on? Il ne faut pas être seulement juste, il faut être aussi intelligent. Okay, ça, c'est important. Evan Sapir, là-dessus, vous pensez que la décision du gouvernement israélien sera comprise ou est-ce qu'elle va provoquer une vraie crise? Elle va provoquer encore une fois une volée de bois vert de la part des chancelleries occidentales qui savent, les pays occidentaux savent que ce qu'a annoncé Benjamin Netanyahou ne va pas changer la donne, que sur le terrain, rien ne va rendre impossible l'éventuel avènement d'un État palestinien dans les années à venir. Simplement, encore une fois, dans cette région du monde, les paroles ont une importance presque aussi grande que les actes, et là il y a beaucoup de paroles et peu d'actes. Merci Dror Even Sapir, merci Avi Pazner d'être venu dans ce studio donc pour évoquer cette situation de crise qui perdure, qui s'accentue peut-être même ce soir. On va en parler dans un instant avec d'autres reportages à venir d'ailleurs sur la situation à Jérusalem, avec un durcissement des peines encourues pour les lanceurs de pierres, ce qui concerne évidemment ce qui se passe à Jérusalem-Est, et puis une décision concernant également les autobus en Cisjordanie que les travailleurs palestiniens ne pourraient plus emprunter à la demande des habitants des implantations juives. Là aussi, il y a polémique, un reportage à venir dans un instant. Et puis on ira également au Népal avec un reportage exclusif d'une équipe d'i24 News qui s'est rendue sur place. Restez avec nous, on revient tout de suite. Pas question d'arrêter de construire à Jérusalem-Est, déclare Netanyahou cet après-midi à la Knesset, alors que les Palestiniens évoquent, eux, un risque d'explosion après l'autorisation d'un nouveau projet de 1000 logements par les Israéliens. Le Liban entraîné vers le conflit syrien, situation de guerre dans la ville de Tripoli, dans le nord, où les djihadistes affrontent l'armée libanaise depuis plusieurs jours. Et puis reportage exclusif au Népal où 2 tragédies viennent de frapper coup sur coup des touristes israéliens friands de cette destination. On reste donc à Jérusalem et les tensions actuelles avec le gouvernement israélien qui annonce aujourd'hui un durcissement à venir des peines encourues par ceux qui lancent des pierres contre des véhicules ou des personnes à Jérusalem-Est notamment, peines qui pourront même aller jusqu'à 20 ans de prison dans les cas les plus graves. Reportage Mathias Inbar. Des jeunes Palestiniens qui jettent des pierres et cocktails Molotov contre les forces de police israéliennes. Et le soir, contre le tramway dans les quartiers Est, une vidéo amateur qui témoigne de la violence des jets de pierre.
Des jeunes pour la plupart âgés de 13 à 18 ans. Ce qui pose un problème de fond à la justice israélienne. Et face à plus de 250 incidents sécuritaires depuis juillet, le procureur général de Jérusalem a décidé de durcir les peines contre les délinquants juvéniles. Nous cherchons toujours à trouver un équilibre entre prendre des mesures contre les jeunes lanceurs de pierres et de cocktails Molotov et respecter leurs droits d'enfants ou d'adolescents. Pour être plus clair, un enfant âgé de moins de 13 ans ne peut être emprisonné en Israël. Nous prenons donc des mesures financières contre ses parents, montant qui leur sera rendu si l'enfant n'est pas arrêté dans une période moratoire de 3 mois. Pour ceux qui sont âgés de plus de 14 ans, nous pouvons les sanctionner de peines de prison ferme. Des peines pouvant d'ailleurs aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement si les jets de pierre ont entraîné la mort. Du côté arabe, israélien et palestinien, on estime que ces mesures sont punitives avant d'être préventives. Pour l'avocat de la famille Chalodi, l'auteur de l'attaque mortelle à la voiture bélier contre un tramway de Jérusalem, ces mesures produiront l'effet inverse. Avec tout le respect que je dois au procureur général, c'est le tribunal qui décide et pas eux. Le pays veut tout le temps durcir les peines, allant de 5 à 15 mois ferme pour des lanceurs de pierres qui ne causent pas de dommages physiques ou matériels. Mais ce n'est pas possible d'imposer une punition collective. Ces jeunes ne savent pas non plus ce qui les attend. S'agit-il alors d'une punition collective à l'encontre des jeunes palestiniens? La question ne se pose même pas pour la procureure générale de Jérusalem. La justice n'est en aucun cas influencée par des décisions politiques. Chaque infraction à la loi est punie, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adolescents juifs ou arabes. Je dois faire face aussi à des jeunes juifs impliqués dans des agressions à caractère raciste et ils sont punis avec autant de sévérité. La question est de savoir si le durcissement des peines à l'encontre des délinquants juvéniles va permettre de ramener le calme après plus de 3 mois de tension dans la ville de Jérusalem. Alors, tension à Jérusalem, évidemment exacerbée encore aujourd'hui par l'annonce de cette construction de 1000 logements supplémentaires dans la partie est de la ville. Bonsoir, Denis Charbit, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Alors, un mot sur la manière dont le gouvernement israélien gère cette crise actuelle à Jérusalem. Est-ce que vous trouvez que la méthode est la bonne ou pas ? Non, en tout cas, elle est insuffisante. On ne peut pas répondre à des problèmes de fond uniquement par une politique répressive. Bien sûr qu'elle est attendue de la population et on comprend bien que les autorités politiques comme les autorités judiciaires se sentent tenues d'envoyer un message de soutien, de solidarité, un message de fermeté vis-à-vis de toute personne utilisant la violence, mais en même temps il y a ici un problème de fond politique. Jusqu'à quand on va tenir pour des prisonniers de droit commun, pour des voleurs ou des gens qui sont bien sûr certainement animés d'une haine d'Israël et des autorités israéliennes, mais au bout du compte, au fond de l'affaire, il y a quand même un véritable problème politique. Et la réponse politique, c'est quoi? C'est le développement, la construction, la colonisation. On est toujours dans un esprit où, finalement, on n'en a que pour les Juifs. Alors, si c'est la démission de l'État juif, c'est-à-dire on ne tient compte que des desiderata d'une majorité de la population israélienne, c'est une conception, me semble-t-il, bien étroite de la démocratie qui doit veiller à l'ordre public et qui doit tenir compte également de ce que dit la minorité, à la fois des Israéliens qui ne sont pas d'accord avec cette politique-là, mais également de la population concernée. Et cette réponse-là répressive, elle pourra avoir une efficacité peut-être relative, mais elle ne résout pas le problème de fond. Et là, c'est vrai qu'il y a de quoi être, je dirais, consterné. Rappelez-vous, au mois d'août, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était au beau milieu même de l'opération Bordure de protection, on parlait d'un horizon politique vis-à-vis de Mahmoud Abbas, dont on constatait qu'il avait relativement bien géré l'affaire en tant que président de l'autorité palestinienne. Qu'est-ce qu'il en reste? Strictement rien. Alors, c'est vrai que Mahmoud Abbas, lui, est aussi dans une logique qui ne passe plus par Israël, mais qui passe par le Conseil de sécurité. On est ici, je dirais, au degré zéro. On n'a jamais été aussi loin, non seulement d'un traité de paix, c'est même pas de cela, mais de la volonté même de parler. Et je trouve qu'il y a une manière ici de privilégier le droit des Juifs à s'établir là où ils veulent, le droit des Juifs à prier sur le mont du Temple, etc., sans tenir compte des aspirations de la minorité, sans tenir compte de leurs besoins et d'un statu quo qui ici préserve finalement la sécurité de tous. Ouais. Alors il y a une crise politique aussi sans doute qui se prépare en Israël avec tout cela, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui Netanyahou a clairement choisi de privilégier son aile droite dans sa coalition.
au détriment de l'aile gauche. Ça vous semble aussi synonyme d'éclatement prochain de la coalition ou pas? Alors certainement, je dirais que malheureusement c'est un classique dans la vie politique israélienne. En fait, on règle des problèmes liés à la sécurité de l'État, aux intérêts supérieurs de l'État en matière de sécurité, de défense et je dirais même des affaires étrangères, parce qu'on oublie complètement ici la scène diplomatique. Pourquoi? Pour des raisons de politique intérieure. Très clairement, Netanyahou comprend aujourd'hui que Lapid c'est fini, Tzipi Livni c'est terminé, et donc mise à droite toute, c'est sa seule chance de salut. Je crois d'ailleurs que finalement il y a une certaine logique politique à cela. Moi je n'ai jamais cru réellement aux dissensions personnelles entre Bennett et Netanyahou. Oui, certainement ils ne se respectent pas beaucoup, Lieberman également, mais finalement il y a un intérêt commun idéologique, et cet intérêt commun idéologique les pousse à publier des plans de construction de nouveaux logements. Et le fait de dire que ça se passe à Jérusalem ou dans des localités qui, dans le cadre d'un accord de paix, seront de toute façon israéliens, pour moi ne résout pas absolument le problème. Si c'est le cas, faites un traité de paix et ensuite vous construirez tous les jours avec la bénédiction de toute la communauté internationale. Non, c'est toujours du côté... on anticipe toujours, c'est un traité de paix dont on ne voit pas le jour, et on voudrait que les Palestiniens acceptent ça, les bras croisés, après l'opération de Gaza. Je veux dire, qu'est-ce qu'on attend? On voudrait faire des Palestiniens des sionistes? Ce n'est pas le cas. Alors on va dans une logique, et là je pense, là-dessus je le dis clairement, il faut bien tenir compte aussi de la dimension internationale. Netanyahou comprend parfaitement qu'aujourd'hui, ni Obama, on est à quelques jours des élections du Congrès, il comprend bien que l'Union européenne non plus n'est pas en mesure de le faire, ni François Hollande, ni Angela Merkel, parce que l'Allemagne de toute façon a toujours une liberté de manœuvre politique ou diplomatique très limite, très resserrée quand il s'agit d'Israël. Et donc compte tenu de cette faiblesse internationale, eh bien voilà, on continue, comment dirais-je, à faire ce que l'on veut. Alors ça peut durer longtemps, et peut-être Netanyahou n'a pas tort finalement, compte tenu de ce vide diplomatique, mais je pense que c'est préjudiciable aux intérêts d'Israël. Alors je sais bien que l'image d'Israël, on dit que ça nous préoccupe, et finalement il faut croire que ça ne nous préoccupe pas tellement. Il y a là, voilà, on va dans le mur. Alors ce mur, ça peut être, c'est pas forcément le mois prochain, ni dans un an, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans, mais voilà, c'est cette vision à courte vue de l'avenir de l'État d'Israël qui est pour moi très consternante. Merci Denis Charbit. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Merci d'être venu dans ce studio. On va retourner à la Knesset, justement, retrouver Daniel Haïk, notre envoyé spécial. Daniel, on parlait avec vous tout à l'heure donc des discours marquant l'ouverture de cette session d'hiver. Est-ce que vous sentez ce soir, Daniel, un climat justement de crise politique au sein de cette coalition? Est-ce que ça s'est ressenti à la Knesset, puisqu'il y avait longtemps finalement que tout le monde ne s'était pas retrouvé? Écoutez, difficile de dire si vraiment on ressent un climat de crise politique. On n'est qu'au début donc de cette session d'hiver. Il y a eu effectivement, comme je vous le disais, des invectives, des critiques très virulentes, très véhémentes lancées dans les rangs de l'opposition pendant le discours de Binyamin Netanyahou. Mais je crois qu'il va falloir être patient. Binyamin Netanyahou est un homme politique expérimenté, chevronné. Aujourd'hui, c'est probablement l'un des hommes politiques les plus expérimentés. Et il a, on peut dire, à son arc plusieurs cordes, et il a plusieurs possibilités de manœuvre pour essayer d'abord de consolider cette coalition. Je crois qu'effectivement, il faut comprendre que le Premier ministre veut avant tout survivre politiquement. Il a le sentiment que du point de vue régional, eh bien, l'heure n'est pas à une initiative de relance du processus de paix, qu'il n'y a pas d'option, qu'il n'y a pas d'horizon de ce point de vue-là, surtout pas lorsque Mahmoud Abbas lance des initiatives unilatérales, surtout pas lorsque les frontières éclatent au Proche-Orient, surtout pas lorsqu'il y a autant de tensions dans la région. Et donc, il doit d'abord avant tout consolider sa coalition qui est très hétérogène. On l'a dit à de multiples reprises. Dans cette coalition, il y a des gens qui sont considérés comme des responsables politiques à gauche, on va dire, comme Tzipi Livni, qui est aujourd'hui une leader de centre-gauche, si l'on peut dire. Et il y a des gens de la droite radicale comme Avigdor Lieberman ou Naftali Bennett. Et donc, il va essayer de consolider lorsque je parlais de plus d'un arc, plus d'une corde à son arc, eh bien, on peut dire par exemple qu'il peut renouveler la manœuvre qu'il avait utilisée l'année dernière pour essayer de donner satisfaction à chacun des partenaires de sa coalition. À Yesh Atid de Lapid, qui est laïque et qui est au centre, à Naftali Bennett, qui est donc sioniste religieux, et à Avigdor Lieberman, qui est plus à droite. Et en donnant, voilà, chacun a une possibilité de présenter le
le projet de loi qui est conforme à son idéologie, à son orientation, et tous les partenaires de la coalition doivent se soumettre donc à une discipline parlementaire pour voter ce projet de loi, même s'il ne convient pas véritablement. Il y aura très certainement un changement, une nouvelle donne par rapport à la loi sur la conversion. On en a parlé au cours des derniers jours. Binyamin Netanyahou veut se rapprocher de l'électorat religieux, de l'électorat orthodoxe, et il craint donc le vote de cette loi sur la conversion risque de provoquer la colère des députés des partis orthodoxes. Or, il veut se rapprocher des partis orthodoxes en perspective de prochaines élections législatives. Binyamin Netanyahou sait que les orthodoxes sont des partenaires, peut-être on va dire, qui risquent de lui coûter cher d'un certain point de vue, mais qui sont des partenaires fidèles et qui sont des partenaires plus proches de l'orientation du Likoud et qui donnent une forme d'orientation cohérente à une coalition, comme c'était le cas jusqu'en 2013. Et donc Binyamin Netanyahou va essayer de survivre essentiellement, et il a donc plusieurs possibilités qu'il pourrait utiliser au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Merci Daniel Haïk, donc en direct du Parlement israélien, la Knesset. On va maintenant s'intéresser à la situation au Liban. Le groupe international de soutien au Liban doit se réunir demain en Allemagne. Plusieurs pays, dont la France, sont inquiets de la situation qui règne dans le nord du pays, notamment. Des djihadistes venus de Syrie affrontent l'armée libanaise dans la ville de Tripoli, recréant un climat de guerre civile, comme cela se passe depuis maintenant plus de 3 ans en Syrie. Elsa Mouk. Pour la première fois en 10 ans, l'armée libanaise a réussi à pénétrer dans le quartier de Bab al-Tebane. Ce quartier populaire sunnite de Tripoli, dans le nord du Liban, est considéré comme un fief des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Des unités d'infanterie, appuyées par des blindés, ont repris ce lundi le quartier ruelle après ruelle. Les combats ont été extrêmement violents d'après les habitants et ont fait au moins 15 morts, dont 11 soldats. Des milliers de civils avaient fui durant le week-end et se retrouvent dans des conditions difficiles, se réfugiant chez des proches ou des amis. Qu'est-ce qui se passe? Tout est en ruine, nos maisons et ceux des autres sont détruites. Nous courons pour rassembler nos biens. Nous demandons au commandant de l'armée, nous le prions. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, les gens de Bab al-Tebane? L'armée libanaise s'est déployée dans les quartiers environnants pour empêcher la fuite des djihadistes et le porte-parole de l'armée a annoncé lundi l'arrestation de 162 hommes. Il s'agirait pour la plupart de sympathisants d'Al-Nosra, le groupe djihadiste qui combat le régime de Bachar al-Assad en Syrie. Ce même groupe qui a capturé en août 27 soldats et policiers libanais qu'il menace d'exécuter. Le conflit syrien s'exporte chaque jour un peu plus au Liban voisin et ravive des tensions déjà latentes entre sunnites et chiites. Les sunnites soutenant les rebelles et les chiites, dont les miliciens du Hezbollah, affichant leur appui à Bachar al-Assad. Et on reparle de la situation au Liban dans le débat du Grand Direct dans une quinzaine de minutes. Réunis au Koweït, des membres de la coalition internationale qui lutte actuellement contre les djihadistes de l'État islamique ont décidé de mener également ce combat sur la toile. Les États-Unis appellent en effet à intensifier la lutte contre l'EI sur Internet où se développe sa propagande. Direction le Népal à présent. Ce pays vient de connaître plusieurs tragédies en quelques jours. D'abord ce blizzard terrible qui a tué une quarantaine de personnes dans l'Annapurna, dont 4 touristes israéliens. Et puis un accident de car la semaine dernière où là encore des touristes israéliens ont trouvé la mort. Une destination très prisée des touristes, mais le Népal s'avère donc particulièrement risqué. Reportage de notre envoyé spécial Maël Benoliel. C'est à 50 km de la capitale népalaise qu'un autobus est sorti de la route. Une chute de 50 mètres dans un ravin de cette région montagneuse. Parmi les victimes, un groupe de jeunes touristes israéliens. 2 d'entre eux ont été tués sur le coup. 4 autres s'en sortent miraculeusement indemnes. Moins de 24 heures après le terrible accident de la route, nous nous rendons sur place à Katmandou pour tenter de faire la lumière sur ce drame quelques jours seulement après une avalanche meurtrière dans la chaîne montagneuse de l'Annapurna qui a fait plus de 40 morts, dont 4 alpinistes israéliens. Après 2 heures de voyage en pleine montagne, le long d'une route vertigineuse en piteux état, nous arrivons à la tombée de la nuit sous une pluie diluvienne. Et en bas du ravin, l'autobus, ou du moins ce qu'il en reste.
C'est précisément à l'endroit où je me trouve que le bus qui allait vers Langtang est sorti de sa route. Un accident de la route mortel, 14 personnes sont décédées et 25 autres ont été blessées. Nous retrouvons sur place le responsable de la mission de secours. C'est une semaine difficile. Il y a déjà les 4 morts de l'Annapurna et maintenant 2 autres après cet accident. Ça n'arrive pas souvent. Là, ce qu'on voit, ce sont les affaires qui ont été apportées au poste de police du village, pas loin d'ici, qu'on est venu récupérer. Il y a aussi les passeports des victimes dont nous avons besoin pour rapatrier les corps. Maintenant, on va aller rendre leurs affaires aux blessés. Et c'est dans cet hôpital que les survivants ont été admis en attendant leur rapatriement en Israël. Einav et Michal sont amis depuis leur service militaire. Ce voyage était pour elles le début d'une nouvelle vie, jusqu'à ce virage mortel dans les montagnes de l'Himalaya. C'est un miracle, il n'y a pas d'autre mot pour décrire cela. Je me souviens qu'au début, j'ai cru que c'était juste une pierre de plus sur notre route, jusqu'à ce que j'entende les gens crier et que je vois à travers ma fenêtre les gens tomber du toit. Et puis je me souviens des tonneaux du bus et avoir pris des coups. Le bus est tombé, il s'est retrouvé sur le toit. Je me revois sortir par l'une des fenêtres et j'ai commencé à appeler Einav. Quelques secondes après moi, elle est sortie vivante. C'est un vrai miracle. Tout de suite après que ce soit arrivé, que ce soit l'ambassade ou le Bet Rabad, ils ont tout fait pour nous aider. Le Bet Rabad, un centre communautaire juif présent dans les 4 coins du monde, est toujours prêt à accueillir ces jeunes Israéliens en quête d'aventure. Et en 14 ans de présence à Katmandou, ce n'est pas la première fois que le rabbin Cheski et son épouse apportent leur aide à des Israéliens en difficulté. Nous faisons toujours tout ce que nous pouvons pour nous rendre sur place. Pour cet accident, nous nous sommes rendus sur les lieux en hélicoptère au plus vite dès que nous avons eu la nouvelle. Ici, dans ce genre de cas, il n'y a pas de service d'urgence. Bien souvent, pendant un sauvetage, ils font plus de dégâts qu'autre chose. C'est un pays très peu développé. Un avis partagé aussi par le directeur de l'agence, celle-là même qui a conseillé ces touristes israéliens. 25 personnes, c'est censé être le maximum par autobus, mais à la gare routière, ils laissent rentrer jusqu'à 70 personnes, même sur le toit. Dans un coin de notre cœur, nous nous sentons coupables, mais nous ne pouvons pas être responsables de tout. Vous savez, les routes au Népal sont désastreuses et tout le monde le sait. Après la tempête meurtrière de l'Annapurna, il semblerait que ces aventuriers israéliens soient frappés ces dernières semaines par une tragique loi des séries. Mais une chose est sûre, rien ne pourra empêcher ces jeunes de continuer à parcourir le monde. Au Népal, comme ailleurs. Alors, Maël Benoliel, bonsoir. Bonsoir, on vient de voir votre reportage. Vous arrivez tout juste là, du Népal. Donc, c'est un reportage étonnant qu'on vient de voir parce qu'on a mis effectivement des images sur ces tragédies. D'abord, est-ce que vous avez constaté que ce pays était effectivement dangereux, inadapté peut-être à un tourisme de masse ? Écoutez, inadapté, je ne sais pas, mais j'ai constaté effectivement que le Népal était un pays très pauvre, qui n'avait pas de transport public, des routes complètement défoncées, si je puis m'exprimer ainsi. Et effectivement, c'est une mentalité qui est complètement, et une culture complètement différente de la nôtre en Israël ou en France, par exemple. Alors que viennent chercher justement ces touristes israéliens qui, on le voit, sont très nombreux, des jeunes pour la plupart. Pourquoi viennent-ils au Népal ? Écoutez, dans la plupart des cas, c'est presque de tradition en Israël. C'est après les 2 ans, ou pour les femmes et 3 ans pour les hommes, de service militaire. En général, les Israéliens aiment quitter Israël pour un laps de temps, 6 mois, 1 an, et ils partent faire le tour du monde et à la recherche de destinations exotiques pour se laver la tête, l'esprit après 3 ans où ils étaient militaires. Et donc, effectivement, au Népal, à Katmandou, où nous étions tout ce week-end, nous avons pu constater qu'effectivement, il y a beaucoup d'Israéliens qui viennent faire ce qu'on appelle des treks, des randonnées dans les montagnes. Malgré le danger, ça ne les freine pas. Oui, vous commencez à connaître les Israéliens, Jean-Charles, et vous savez que le danger ne les empêche pas effectivement de faire ce genre d'aventure. Les Israéliens. Merci beaucoup, Maël Benoliel, donc reportage ramené de Katmandou au Népal. Au Brésil, la bourse de Sao Paulo a salué à sa manière la réélection de justesse de la présidente Dilma Rousseff. Aujourd'hui, chute de 6% à l'ouverture pour la place financière, inquiète des perspectives pour l'économie brésilienne déjà morose.
On passe maintenant aux élections en Ukraine. Les observateurs internationaux ont validé aujourd'hui le bon déroulement du scrutin législatif d'hier. Les règles démocratiques ont été respectées et la victoire des partis pro-occidentaux peut donc être proclamée, ce qui entraîne une reprise des violences dans l'Est. Leslie Rezoug. Une victoire écrasante pour les partis pro-occidentaux et de nouvelles perspectives pour l'Ukraine. Au lendemain des élections législatives remportées avec plus de 70% des voix par 5 listes favorables à un rapprochement avec l'Union européenne, de nombreux Ukrainiens célèbrent la victoire. Je suis satisfait parce que j'ai voté pour le parti de Porochenko. Et je crois en lui, je crois qu'il peut faire de grandes choses. Il fait tout pour les gens et c'est pour ça que je l'apprécie vraiment. Et je crois que tout va aller mieux dans notre pays. De son côté, l'actuel président Petro Porochenko se félicite. Il estime en effet que ce succès représente un vote de confiance à l'égard de son plan de paix. Et ce lundi, les forces pro-occidentales doivent s'atteler à la formation d'une coalition malgré les désaccords entre les différents partis. Je viens d'avoir une réunion avec le président ukrainien et nous allons, dans les délais les plus courts possibles, former une coalition afin que le nouveau gouvernement et le nouveau Parlement puissent mener rapidement et efficacement les réformes nécessaires pour le pays. Des efforts politiques sans effet sur le terrain. À Donetsk, ce matin, des roquettes ont été tirées et 2 soldats ont été tués, mettant fin à plusieurs jours de calme relatif. Car dans les bastions fidèles à Moscou, on réclame toujours un rattachement au pouvoir russe sans contrôle du pouvoir ukrainien. Une volonté à laquelle s'oppose toujours le régime de Kiev. Entre tentatives de conciliation politique et combats sur le terrain, la situation est loin d'être pacifique dans le pays, plus de 6 mois après le début du conflit. Et puis autre élection en Tunisie cette fois, où les islamistes d'Ennahda, qui sont au pouvoir depuis la chute de Ben Ali et le fameux printemps arabe, eh bien, reconnaissent ce soir leur défaite au scrutin législatif d'hier. Ce serait donc le parti laïque Nida Tounes qui sortirait vainqueur. On attend les résultats officiels et ce parti devrait donc former un nouveau gouvernement pour sortir de 3 ans de crise politique. On passe au sport tout de suite. Les sports, c'est en compagnie de Lise Barenbaum. Bonsoir Lise. Alors émotion tout d'abord en Afrique du Sud après la disparition tragique du gardien de l'équipe nationale de football. Effectivement, donc le capitaine de l'équipe nationale de foot sud-africaine a été abattu dimanche par un cambrioleur. Il s'agit de Senzo Meyiwa, 27 ans, donc gardien de but des Bafana Bafana et du club des Orlando Pirates, l'une des plus grandes équipes de Johannesburg. Depuis qu'il avait été promu donc capitaine et gardien titulaire, Senzo Meyiwa avait conduit les Sud-Africains à la victoire face au Soudan et à la République démocratique du Congo sans encaisser le moindre but. Et malheureusement, ce genre d'incident arrive fréquemment en Afrique du Sud. 2 hommes en fait ont fait irruption dans la maison de sa petite amie où il se trouvait. Ils ont exigé les téléphones portables de lui et des convives avec qui il était. Une altercation a éclaté entre le footballeur et les cambrioleurs et Meyiwa malheureusement a été abattu avant que les meurtriers ne prennent la fuite. Cette affaire rappelle un peu une autre affaire vieille de 20 ans. On se rappelle peut-être d'Andrés Escobar qui avait été assassiné en Colombie à Medellín 10 jours après l'élimination de sa sélection lors du mondial 1994. Escobar avait commis une maladresse fatale. Il avait marqué un but contre son camp qui avait conduit à l'éviction de son équipe et donc en rentrant des menaces de mort planaient sur les joueurs colombiens. Aujourd'hui on pense que les commanditaires seraient des narcotrafiquants qui avaient parié sur la réussite de la Colombie lors de ce mondial. Voilà donc pour cette disparition tragique et puisqu'on parle d'Afrique du Sud, sachez que le parquet d'Afrique du Sud va faire appel de la condamnation à 5 ans de prison ferme de l'athlète handisport Oscar Pistorius condamné pour le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp. Petite parenthèse sud-africaine, on revient au football maintenant avec une reconversion mouvementée, celle de la star Zinedine Zidane. Oui, Zidane qui vient d'écoper d'une suspension de 3 mois donnée par la fédération espagnole parce qu'il n'a pas ses diplômes d'entraîneur. C'est le comité des compétitions espagnoles qui l'a condamné pour exercice illégal de sa profession. Je vous rappelle qu'il est entraîneur du club de réserve du Real Madrid, la Castilla,
une équipe qui évolue en 3e division, et Zidane n'est titulaire que d'un diplôme de niveau 2. Donc normalement, il ne peut pas entraîner une autre équipe, une équipe qui n'est à un niveau plus que régional. Donc le Centre national des entraîneurs espagnols a porté plainte contre lui. Zidane s'est défendu en disant qu'il continuait sa formation en France, le pays où il a été formé en tant que footballeur. Les juges n'ont pas trouvé cette excuse suffisante et pour avoir enfreint ces règles, il aurait pu avoir jusqu'à 6 mois de suspension. Finalement, ça sera que 3 mois. Santiago Sanchez, qui est son prête-nom à la Castilla, a écopé de la même sanction, mais le feuilleton pourrait continuer puisque le Real Madrid a encore 10 jours pour faire appel ou non de cette décision. Donc s'il fait appel, comme c'est semble-t-il le cas et la tendance ce soir du côté de Madrid, ça veut dire que l'entraîneur pourra continuer, restera en poste. Il pourra continuer. Lui, son but, c'est plutôt d'entraîner le Real Madrid en plus un jour. Voilà, donc pour l'instant, on va dire que Zidane est suspendu, mais reste entraîneur puisqu'il a fait appel, mais qui risque donc ces 3 mois de suspension pour avoir entraîné sans diplôme et s'être fait en quelque sorte attraper. On suivra tout cela avec vous, Lise Barenbaum. On dit un mot, puisqu'on a encore quelques secondes, du programme de la semaine, parce qu'il y a du football également cette semaine. On va jouer en Coupe de la Ligue et en Allemagne. Il y a un club qui se porte très mal et qui jouera demain, c'est Dortmund. Oui, le Borussia Dortmund qui a une actualité assez incohérente, qui est très très bon en Ligue des Champions et puis qui en Bundesliga vient encore de perdre. 4e défaite contre Hanovre, 1-0, c'est incompréhensible alors que contre le Galatasaray, ils ont gagné 4-0. Donc on verra ce qu'ils vont faire cette semaine. On espère que les jaunes et noirs vont se ressaisir. Et ben voilà, c'est un feuilleton et on suivra ça avec vous dans le magazine des sports avec Valérie Pérez, puisqu'il y a un sujet consacré justement à la situation du club de Dortmund. Merci Lise Barenbaum. On va se retrouver dans un instant pour la suite du Grand Direct. On parlera de la situation inquiétante, préoccupante dans le nord du Liban, la ville de Tripoli, qui est en état de guerre, des civils qui sont obligés de fuir, des combats terribles qui opposent l'armée libanaise aux djihadistes venus de Syrie, notamment ceux du Front al-Nosra. Une réunion d'ailleurs doit avoir lieu demain en Allemagne de pays dont la France qui s'inquiète évidemment de cette situation au Liban. On va en parler dans un instant avec nos invités. C'est la suite du Grand Direct. Restez avec nous, à tout de suite.